Mon cher trésor, je t'écris ce billet car cela fait 2 bilans comptables que j'ai engagés de l'amour à perte et profit dans notre PME. plaisir mitoyen exponentiel. Mes bourses en ont perdu leur rentabilité et tu me vois dans l'obligation d'appliquer un plan de relance. L'investissement à long terme dans un PEB Plan épargne bonheur, me paraît nécessaire afin d'éviter les fluctuations hasardeuses de notre PIB. plan intime de baise. Bijoux, ensemble nous jouirons de dividendes fructueux. Nous avons donc intérêt d'apposer nos signatures au bas d'un contrat de mariage. Pour notre lune de fiel, je t'offrirai un voyage en parachute doré dans un petit village niché près de ma niche fiscale. Ensuite, obtenons une nouvelle déduction fiscale par la production d'un enfant. À la rigueur, si tu estimes que le résultat de notre entreprise t'apporte des pertes dans ton bénéfice et ne correspond pas à ton bilan prévisionnel, tu pourras me licencier sans prêt à vivre. Mais de grâce, ne refuse pas mes avances et épargne-moi un crash amoureux. Ton CAC 40 adoré. PS, Plan social, s'il te plaît, ne me taxe pas d'être un rapace. Je te rassure, j'ai effectué une rupture conventionnelle avec ma maison mère. Alors voilà, tous ces petits mots doux, spéculation, système financier, argent-dette, on les a tournés dans tous les sens. En fait, ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'argent, ou plutôt de la face cachée de l'argent. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on s'est retrouvés un peu comme des mômes à réapprendre le b.a.-ba et à essayer de même apprendre à penser en fait. Et voilà, alors comme des mômes, on vous propose de reparler de notre premier rapport à l'argent. Moi, mon premier rapport à l'argent, je m'en souviens bien, j'avais 12 ans. En fait, j'étais un fan de MacGyver. Vous vous souvenez de ce personnage de série américaine, un mec à qui il arrivait des trucs incroyables, il s'en sortait toujours. Il était capable, je sais plus, de fabriquer des bombes avec un citron et puis 2 agrafes. Il avait toujours besoin de son couteau suisse là, pour pouvoir bricoler ses trucs. Enfin bref, moi j'étais fan de ça, j'arrêtais pas de seriner mes parents pour en avoir un. Et j'ai donc eu un couteau suisse pour mes 12 ans. Du coup, j'arrêtais pas d'ouvrir, de fermer, c'est extraordinaire un couteau suisse. Hein. Enfin, quand on a 12 ans, ça sert à rien du tout, mais moi j'étais fan. Et donc, tire-bouchon, couteau, poinçon. Et là, j'étais dans un camping où il y avait une salle de jeu, un flipper magnifique, dans lequel je claquais toute ma thune. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'étais avec le poinçon, là, machinalement sur... vous savez, la serrure, là, mais... Je l'ai enfoncé, et là, comme dans un film, ça a fait clac. J'ai tourné, ça s'est ouvert, et là, un paquet de pognon, j'avais jamais vu ça de ma vie, des pièces de 5 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, 1,52 €. Pour les anciens, 3 deniers pour les... Et s'il y a des Belges, ça fait 60 francs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah alors, je vois ça, je fais quoi? Ah bah non, j'en veux pas. Je prends tout. Il y avait une petite faille, c'est qu'il y avait des témoins de la scène, en fait, des ados de mon âge, ils étaient 2 ou 3. Et là, je les regardais, ils m'ont regardé, j'avais compris qu'ils m'avaient vu, vous avez vu que j'avais vu que ça... Enfin bref, ça s'est vite réglé. J'ai pris une poignée, un chacun, tac tac, hop, j'ai pris le reste tranquille. Au revoir. Et là, je venais de vivre ma première expérience en termes de répartition de dividendes. Alors moi, ma première expérience avec l'argent, c'est un truc, mais c'est une histoire de fou. C'est complètement drôle. Avant 10 minutes drôle.
J'étais à l'époque étudiant, donc il fallait que je fasse un prêt étudiant parce que ma mère était dans une situation de surendettement. Je vous avais prévenu, c'est une histoire drôle, hein, qui était dans une situation de surendettement et avec laquelle je vivais avec mon petit frère, donc ma mère n'avait plus une thune. Donc, il a fallu que j'essaye de trouver un peu de revenus quand même, ou tirer un peu de crédit pour essayer de subvenir aux besoins du ménage. Et alors là où ça devient drôle, c'est que ma mère s'est retrouvée à l'hosto après. Donc, non, c'est pas là encore, je te dirai après. Donc elle était en train de crever à l'hosto, et on n'avait pas une thune avec mon frère, on s'est dit bon, il va quand même essayer de falloir se tirer les doigts du cul, donc de trouver un peu d'argent. Donc on a démarché les banques et tout ça. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut pour que le crédit soit valable ou accordé? Il faut un garant. Alors le garant, c'est le mec qui a plein de thunes et qui signe un petit au bas du contrat pour dire en gros, pour assurer aux assurances ou à la banque, que tu auras la thune si jamais tu ne sais pas la rembourser. Alors j'appelle mon oncle, et c'est là que ça devient drôle, j'appelle mon oncle qui était médecin, donc qui a une grosse maison sur la côte, qui vit dans une aisance matérielle relativement impressionnante, et je lui dis écoute tonton, j'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai envie de contracter un prêt étudiant que je rembourserai sur 7 ans avec les différés, mais c'est pas sûr, enfin bref. Et donc je lui demande de signer ce petit papier. Et le mec me répond, c'est là que ça va être drôle, attention. Le mec me dit, t'as qu'à dire à ta mère de réduire son train de vie. Alors attendez, c'est après que ça se complique, parce que, bon, donc il n'a pas signé le papier, je pense que vous l'aurez compris. En revanche, la mère de mon meilleur ami a accepté de signer ce petit papier, hein, pour rembourser le crédit si jamais je faisais défaut. Donc ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu la thune, et ce qui est assez marrant, ou pas, c'est que mon oncle, que j'avais sollicité auparavant, c'est lui qui en fait par la suite s'est retrouvé à l'hosto, à la suite de 3 AVC, qui était un petit peu dans une situation merdique sur le plan de la santé, si vous voulez, et que donc le gars qui me dit réduire le train de vie de ta mère, alors que bon, vous voyez où je veux en venir, quoi. Voilà, donc je sais pas comment on appelle ça, c'est soit de l'ironie, soit la vengeance de la main invisible. Toujours est-il que maintenant, quand je signe un chèque à la Société Géniale, hein, qui est toujours ma banque, et je repense toujours à cette petite histoire du train de vie, tout ça, et je me marre, mais je me marre. Quand j'étais enfant, quelqu'un a déposé dans le creux de ma main 3 pièces dorées, un trésor. J'avais 6 ans. J'ai contemplé les 3 pièces et je me suis demandé que vais-je faire avec ce trésor. Il y avait 3 pièces de 10 centimes de francs. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Des bonbons. Je suis donc allée à la boulangerie, parce qu'il y en avait de toutes les couleurs. Alors je suis partie, le poing serré, à la boulangerie. J'ai ouvert la porte qui a grincé. Je suis entrée. Il y avait des vieilles dames qui parlaient très fort. Pia, 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 il fait beau, oh non, c'était mieux hier, etc. Pendant ce temps, je contemplais les bonbons et je vis des caramels et des fraises Tagada. Je me dis alors, qu'est-ce que je vais prendre? Et là, j'ai vu une petite étiquette à côté du caramel qui coûtait 30 centimes, alors que la fraise Tagada ne coûtait que 10 centimes. Quoi faire? Je compris tout de suite que l'argent était un problème. Je ne sais plus ce que j'ai choisi comme bonbons, je les ai mangés, mais j'ai vraiment ressenti de la souffrance parce que le trésor, lui, il s'est envolé. Et ben moi, ma première expérience, mon premier rapport à l'argent, ne riez pas trop parce que finalement, c'est pas du tout drôle ce que je vais vous dire. C'était dans les années 63-64. Et mon père travaillait, c'était un ouvrier. Et j'étais seule avec lui. Et le samedi soir, il me ramenait sa paye. C'était sa semaine.
Parce qu'à l'époque, on était payé à la semaine. Alors là, je vous parle d'un ancien franc, enfin bon. Et donc, il me ramenait sa semaine, qui était à l'époque de 12 000 francs. Alors, 12 000 francs, ça fait 120 francs. Ça doit faire un petit 20 € actuel. Et puis bon, moi je prenais les billets. Alors lui, il prenait 2000 francs, parce qu'à l'époque, les hommes prenaient leur dimanche. Et puis, je prenais ces billets et hop, je les pliais, je les mettais dans le tiroir, la table de la cuisine. Bon, et puis, je pensais à ça, puis d'un seul coup, je me dis, mais c'est pas du tout anodin, ça. Parce que ça veut dire que mon père, en fait, était encore payé en liquide. Et vous savez qu'on est seulement passé à la mensualisation, vous savez quand? On pense que c'est très très récent. Mais simplement en 1978. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés de France, donc les salariés et ouvriers, passaient à la mensualisation. Et ça c'est important, parce que moi quand j'étais petite, avec mon petite somme, là, mon liquide, 10 000 francs, il fallait bien que je m'en sorte. Il n'y avait pas de carte de crédit, pas de paiement différé, pas de chèque en bois qu'on pouvait encaisser bien après. Non. Hein, il fallait que je gère ça. Et cette mensualisation, finalement, a fait que, comme les salaires, on était payé qu'à la fin du mois, la somme était plus importante. Donc, obligation d'avoir un compte bancaire, obligation d'avoir des chèques. Et puis, à partir de cette époque-là, donc 78, ma mise des banques sur la totalité des salaires. Alors moi, en 2002, j'ai vieilli. Parce que dans les années 80, quand j'étais tout môme, on avait des repas le dimanche, en famille de commerçants. Et puis dans le repas, comme ça, ils s'échangeaient des chiffres, peut-être sur ce qu'ils avaient fait la semaine, etc. Et puis alors, ils ne se comprenaient pas entre les anciens, les nouveaux, les vieux, personne. Et ils ne se comprenaient pas parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à convertir les uns avec les autres. Le franc ancien, le nouveau franc. Alors nous, c'était très simple en fait. Pour les gamins, il suffisait de multiplier par 100. Hop, et puis voilà, ça nous faisait un très très bon exercice, c'était impeccable. Puis plus tard, en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était pas un problème de conversion des commerçants, mais c'était surtout un problème en fait de valeur. Bah ouais, parce qu'en 2002, on a changé à nouveau de système monétaire. On est passé à l'euro. 1 euro égale 6,55 957. Pour les Belges, c'est 1 euro 40,3. Alors en 2002, j'ai vieilli parce que moi je suis resté dans le franc. J'arrive pas à m'y faire. Je convertis tout. Alors la baguette, par exemple, 92 centimes fois 6,55 957. On a calculé, ça fait 6 francs 0,3, 34, 80, 44. Tu vois pas, 6 francs 0,3, 43, 41. Vous savez, papy, 603 francs et des boîtes de centimes la dette aujourd'hui. Par contre, pour convertir, je sais pas, les gamins ils doivent avoir des cerveaux comme ça aujourd'hui, parce que la table des 6, la table des 7, en plus il faut couper en deux. Il y en a qui multiplient par 13, qui divisent par 7. Chacun a son petit système. Gaston Lagaffe. Alors, j'avais lu un album de Gaston Lagaffe et j'adorais ça. Et tous les jours, en rentrant de l'école, je passais devant une librairie papeterie qui vendait des albums de Gaston Lagaffe. Or, à l'époque, je n'avais que 10 francs d'économie par semaine et un album coûtait 60 francs. Comment faire ? Au bout de quelques semaines, j'ai compris qu'en gardant les 10 francs plusieurs semaines de suite, je finirais par cumuler les 60 francs nécessaires pour l'achat de ce livre. Je l'ai donc fait. C'est donc Gaston Lagaffe qui m'a inculqué le principe de l'épargne. MacGyver. L'histoire de MacGyver, moi, m'a fait penser à ma première arnaque, à ma première expérience avec l'argent. Et
et sa manière de l'utiliser, mais l'avantage de cette arnaque, c'est qu'il n'y avait aucune obligation de redistribution des bénéfices. Moi, c'était pareil, j'étais en vacances, alors pas en camping, en village vacances famille, dans le Queyras, et un jour, il y a un gars qui partait, parce que souvent les gens changent toutes les semaines dans les villages vacances famille, qui m'explique un truc, il me dit, tu vois là, dans le village, il y a des cabines téléphoniques, c'était l'époque où on téléphonait encore avec des pièces de 5 francs, 10 francs, et puis on attendait après sa monnaie, parce qu'on ne téléphonait pas forcément le temps prévu, voilà, pas le système de forfait. Et donc ils avaient trouvé un petit système, ils mettaient des petites languettes en plastique juste au-dessus du petit truc qui rend la monnaie. Et puis on laissait sortir un petit truc, et puis ils venaient en fin de soirée, comme ça, ils tiraient sur la languette, et puis ils récupéraient le jackpot. Les gens, ils pouvaient attendre leur monnaie. Ben, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis démerdé pour passer avant eux. Ça va. Voilà, donc, mais bon, c'est peut-être un peu moins beau et que ce qu'ont fait Madoff et Kerviel, mais moi, je me suis pas fait voir. Alors moi, mon premier rapport à l'argent fort, en fait, c'est un rapport de classe. Je ne sais pas si vous avez eu ça, vous, mais en primaire, et je crois que ça continue au collège, chaque début d'année, on devait remplir une petite fiche avec les métiers des parents. Et alors là, moi j'étais super ennuyée en fait. Ma mère ne travaillait pas à chaque fois, donc déjà je ne savais pas quoi remplir. Et puis mon père travaillait dans l'environnement et je ne savais pas très bien ce qu'il faisait, je chargeais de mission. Enfin, en tout cas, j'ai très vite compris que directeur général, PDG, ça tapait. Et que là, c'était plus moyen et bien moins lucratif. Donc, et en fait, cette question de je me situe où, je suis riche, je suis pauvre, tout ça, bah, ça continue de me poser question. Voilà, moi, depuis que je travaille, j'ai jamais dépassé 1 500 € par mois. Et c'est assez proche du salaire médian. Donc, le salaire médian, c'est 1 650 €. Le salaire médian, c'est le salaire qui divise la France des salariés en deux. La moitié des salariés de France gagnent moins de 1 600 €, 1 650, et l'autre moitié gagne plus de 1 650 €. Voilà, donc bon, moi je suis un tout petit peu moins le salaire médian. Salaire médian, 1 650 €. Ouais. Alors, 1 500, 1 400, 1 300, 1 200. Moi, je gagne 1 200 € par mois. Je suis enseignante remplaçante. Et justement, si on additionne tous les salaires des salariés français et que l'on divise par le nombre de ces salariés, on obtient le salaire moyen qui est de 1 200 € mensuels. On divise. Alors moi, donc 1500, 1600, 1700, 1800, 1800 et 2000 €. On ne pas en Belgique, hein. Mais en Belgique, je suis directeur d'une structure culturelle et on travaille plus que 35 heures par semaine. Ouais, moi je suis mère de famille au foyer, 3 enfants, je travaille pas. Donc, hop, hop. 250. Alors moi, je suis fonctionnaire de la République française. Je suis prof, j'enseigne le français, l'histoire et la géographie. Je gagne 1 800 €. Un petit peu plus, 1 850. Toute la vie. Non, ça fait pas. Moi, je suis désolée. Et je gagne 3 000 € et en plus, je suis retraitée. Je m'excuse. Tu gagnes 3 000 € sans rien faire. T'as plus de 60 ans, plus de 65 Bah non, parce qu'en plus, j'ai 3 enfants, donc j'ai pu la prendre relativement de bonne heure. T'excuses pas, Nadine. Moi aussi, je suis travailleur indépendant. Et l'année dernière, j'ai ma boîte qui a fait 70 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, quand j'ai payé la TVA, les charges sociales, la personne qui bosse avec moi, je me suis versé 500 €.
j'ai anticipé, j'ai vendu l'appartement, etc. pour quand même essayer de me situer par ici. 1200 là, c'est ça? 1200. Ouais, moi je suis à peu près aussi à 1200 euros pour enseigner la science politique et jouer la comédie. Alors quand je dis enseigner la science politique, ça veut dire, attention c'est subtil, transmettre les outils de l'émancipation à la classe dominante. Moi, je prends pas le temps d'enseigner la science politique, mais je joue la comédie également. Donc, je joue une moyenne de 5 fois par mois, ce qui fait à peu près 500 euros. Donc, je me balade par là. Mais bon, comme je suis intermittent du spectacle, le Pôle emploi me verse à peu près 1000 à 1500 euros par mois, ce qui me permet de côtoyer les fonctionnaires de la République. Cet atelier, il est grave blindé de profs et d'enseignants de tout genre. Je suis fonctionnaire de l'éducation nationale et je flirte avec les 2000 euros. Moi, je suis retraitée du Trésor public. Mais j'ai pris ma retraite comme Nadine un peu plus tôt parce que j'ai 5 enfants quand même. Et puis, donc je gagne j'ai à peu près 1500 euros de revenus. Mais j'ai un gros loyer et je suis seule. Alors... Enfin, moi je vis en coloc. Là. Moi j'ai un petit loyer. Moi j'ai 3 loyers, je travaille à Senlis, j'habite à Saint-Quentin, j'habite aussi à Amiens. Donc voilà, moi j'ai pas de loyer, je suis propriétaire. Alors, moi, excusez-moi, mais en fait, j'ai touché un héritage il y a quelques temps, et en fait, grâce à ça, j'ai pu acheter un appartement, enfin accéder à la propriété, et donc voilà. Mais en même temps, mon compagnon étant scénariste et droit d'auteur, ça rapporte pas beaucoup, en fait, donc je me remets là, que j'ai une fille, donc je reviens. Hein. Moi, je risque de perdre l'intermittence à peu près tous les 10 mois. Moi, je vis seul en colocation avec 2 personnes de 5 et 7 ans, qui sont accessoirement mes enfants, ils sont bien solvables. J'ai tapé 700 euros de loyer à moi tout seul. Je suis pas mal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus ou moins la moitié de la salle gagne plus que 1650. On aurait cru que tout le monde serait de l'autre côté, parce que comme on est à Grande Sainte, mais non, c'est plus ou moins la même chose. Donc, et moi, je suis plus proche de vous, parce que je voyage beaucoup, donc j'ai beaucoup de dépenses. Moi, j'ai rien à voir avec cette... Ah non, pourquoi vous me regardez? Et il y a 3 mètres entre nous, hein. Et ceux là-bas qu'on voit pas, il y a 250 mètres, ceux qui gagnent 200 000 euros. C'est vrai qu'on se regarde un peu dans le vide, là. Il y a une grosse masse invisible là-bas, et puis à 250 mètres par là, il y a une grosse masse de très très visible. Moi, c'est un truc que je constate de plus en plus. Je trouve que la mendicité a quand même vachement augmenté en France sur ces 15-20 dernières années. Alors, il y a plein de raisons, hein, catastrophes naturelles, guerre civile. Bon, récemment, c'est plutôt le phénomène de l'immigration de l'Est. Hein. Il y a pas mal de Roms, notamment dans les quartiers populaires, parce qu'ils ne peuvent pas mendier en ville, parce que les centres-villes sont trustés par les punks. Et du coup, les Roms vont dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, les gens n'ont rien à donner, donc les Roms mendient pour pas grand-chose. Et alors moi je faisais un petit calcul à la con, c'est que par exemple si je sors de chez moi pour prendre le métro qui me coûte 1,40 € et que je veux donner 1 € à chaque personne qui me demande de l'argent, ça va me coûter 10 € pour aller seulement jusqu'au métro, soit 11,40 € le déplacement. Donc c'est un petit peu compliqué comme situation. Moi ça me pose vraiment pas mal de questions. Alors je me suis fixé un petit principe, hein. Bon je suis pas très fier, mais du coup je donne pas. Tu devrais pas prendre la tête. Hein. C'est l'État qui doit s'occuper du bien-être des gens. Tu payes des impôts, donc il doit bien être redistribué de manière... voilà. Bon, si vraiment t'es pas à l'aise, tu sais quoi, tu fais un don à une association. Enfin, peut-être une exonération. Non, là, ça va être parti. Cette histoire d'héritage, là, tout à l'heure. Voilà, d'un seul coup, donc, jeune adulte, de gauche, je peux acheter un appartement, mais voilà que je travaille sur les questions de mal logement. Et le DAL, avec le DAL, droit au logement, entre autres. Donc voilà, et en fait,
Et voilà, en plus que cet appartement est à Paris. J'ai bien conscience que c'est pas... Et je l'ai accepté. Je l'ai accepté, c'est pas... Enfin, l'héritage. Voilà. J'ai pu le refuser, mais c'est encore à la limite... Enfin bon, donc du coup, je me sens pas super à l'aise. Et en même temps, c'est pas moi qui suis responsable de la crise du logement. Enfin, pas, mais en même temps... j'y participe peut-être... Tu sais, c'est un héritage, c'est ton grand-père qui te l'a dédié, c'est à toi, hein, et puis tu peux penser à te faire fructifier pour tes enfants aussi. Tu peux acheter des actions. Non, là, tu vas un peu loin. Si, tu peux aussi acheter des appartements et puis les louer. Tu paieras un peu d'impôts, mais bon, t'es pas obligé de faire des travaux en même temps. C'est vrai. Propriétaire. Enfin, vous m'aidez pas du tout. Moi, je suis un féru de la presse alternative. Un aficionados des journaux indépendants. Alors, je ne rate jamais la moindre édition du journal du dimanche. Toutes les semaines, tous les dimanches, donc j'achète mon petit JDD. Et là, j'essaie de me forger une opinion. Hein. Hélène, je ne sais pas si tu as lu la page 8, la page 6 de la partie politique. Non, Eh bien, je t'invite à en prendre connaissance, car ça vaut le jus. Les Français se résignent à la rigueur. Les Français se résignent à la rigueur. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'article pour le spectacle, hein. C'est un mec qui est payé, c'est tiré des millions d'exemplaires, enfin bref. Et à côté, donc... Ah oui, il y a une belle photo de François Hollande et d'Angela Merkel. Alors, la photo est un peu petite comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais on va vous la faire, vous allez voir, je vous passerai le journal tout à l'heure. Vous allez comprendre la connivence entre ces deux hauts responsables. On n'exagère pas. Et à côté, les Français se résignent à la rigueur. Bien. Bon, ça déjà, bon, très bien. Déjà, je suis content d'avoir acheté le journal. Pas regretté. Je vais lire. Alors, vous savez que le gouvernement a présenté un plan de réduction des déficits et de redressement des comptes publics. Ça, vous le savez, hein, c'est ce qu'ils disent. Vous savez, tout le monde le sait. Vous, personnellement, êtes-vous prêt à faire des efforts pour redresser les comptes du pays? Et là, il y a 67% des gens qui répondent oui. Ça encore. Alors, je sais pas vous, alors moi déjà, là, j'ai un peu mal au ventre avec ce truc là. Mais moi aussi, parce que et quand quand je lis, êtes-vous prêt à faire des efforts pour redresser les comptes du pays? Je me pisse dessus. Attends, il y a des dépenses, mais il y a des recettes aussi quand même. Mais ouais, mais c'est pas du tout l'invitation que le journal du dimanche essaie de te faire. Il t'invite pas à réfléchir. Il te dit, et ça c'est clair, il n'y a pas de choses en amont, c'est sûr, c'est certain que si le pays va mal, c'est parce que c'est vous. Vous là, c'est vous aussi hein, finalement. Alors attends, si je comprends bien. Ouverture à réflexion, non, c'est même pas la peine. Ah merde, putain, c'est moi, putain, le salopard, je suis malade. Mais si je comprends bien, alors par exemple, dans l'éducation nationale, si nos enfants apprenaient moins à l'école, on pourrait supprimer des postes de profs, comme toi et moi, et puis ça ferait faire des économies en fait, et puis voilà. C'est une piste, je ne sais pas. En tout cas, je me suis promis, le JDD il sort après-demain. Donc je dis, tiens, le mec, là, comment il s'appelle, ce collabo, là, il y a son nom, là. De jeudi. Il s'appelle Bruno Jeudi, le mec qui travaille au journal. Je vous le dis, c'est écrit là. Donc, le mec, qu'est-ce qu'on avait dit quoi alors, ce gars-là Alors êtes-vous prêt à faire des efforts? Ah, mais toi, tu ferais quoi, par exemple, à la limite, pour faire des efforts Bah, nous, qu'est-ce qu'on ferait? Bah moi j'ai une idée. Moi j'ai plein d'idées, On peut tous mettre à boire. C'est Comme pas ça, mal, c'est pas dans mal. les caisses de l'État, ça rapporte. Moi, je veux bien fumer plus. Moi j'ai une idée, faire de Noël, mais avant le 21 décembre si possible. De Noël par an, très bonne idée. Tu peux mettre tes enfants dans le privé? Ouais, supprimer les vacances aussi, c'est pas mal. Tu peux faire 5-6 pleins d'essence par jour. Laissez les lumières allumées la nuit. Radiateur l'été. Et les robinets, quand on part en vacances. Les laisser ouverts.
Donc voilà, en gros, si vous avez des idées, là, à chaque moment que vous emmerdez un peu dans la conférence, vous pouvez écrire une liste, on listera tout et on enverra ça à ce monsieur jeudi, parce que c'est fabuleux. Moi, j'aurais préféré entendre une question du genre, vous, les grandes entreprises, les grandes multinationales françaises, êtes-vous prêts à faire des efforts pour redresser les comptes de votre pays, en, par exemple, ne participant juste à hauteur de 1% des cotisations sociales auxquelles vous échappez et que vous ne payez pas, ne serait-ce que 1%. Monsieur Jeudi, merci. François Hollande fait le pari de faire passer l'austérité sans trop brutaliser les Français. C'est donc le moment, après une semaine de réflexion autour de l'argent et de ses conséquences, de faire un petit moment d'économie, hein, parce que une semaine à travailler, à réfléchir, ça nous permet d'avoir du vocabulaire. Et je vais donc demander à Jérôme et Pierre de me rejoindre. Je vais aller me munir d'un petit outil de travail parce que personne ne l'a ramené. Et donc, voilà, nous allons donc avoir une petite discussion sur les grands problèmes que traverse actuellement notre société, et notamment celle de la logique qui fait que les actionnaires se nourrissent sur le dos des salariés. Donc je vais passer la parole à Jérôme, voilà, pour entamer ce débat. Je pense qu'avant tout, il s'agit d'un problème qui concerne l'argent public, la façon dont il est dépensé, et également les ressources humaines, qui sont très importantes, car il serait quand même absolument dommage que dans un système comme le nôtre, les gens soient victimes de la rigueur et finalement se retrouvent en période et en situation de crise. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est pour cette raison que je dirais exactement le contraire de ce que je pense. Alors, à mon avis, le problème ne vient pas de la dette liée aux dépenses publiques. Le problème vient plutôt de la manière de réguler la bourse. En effet, nous savons tous que la taxe sur les transactions financières aujourd'hui n'existe pas et qu'il serait opportun, en vue de relever éventuellement la valeur de l'euro sur les marchés européens, de travailler sur l'indexation, n'est-ce pas, de la valeur des monnaies sur, je sais pas, la valeur des biens et des services échangés, sur, autrement dit, sur l'économie réelle. Oui, mais à un moment, on peut peut-être agir aussi sur les banques, parce que, je veux dire, c'est pas l'euro qui compte, c'est le dollar aujourd'hui, non? Bah écoutez... Le dollar, oui, mais avant tout, il s'agit d'éviter toutes les délocalisations qui pourrissent notre marché. Nous sommes en France, le chômage est partout, on n'arrive pas à s'en sortir forcément parce que tout est question de rentabilité, et effectivement, les plans d'ajustement structurel ne répondent pas. Il faudrait ouvrir peut-être un petit peu plus de crédit pour se sortir de cette Je situation. suis pas tout à fait d'accord. Vous n'avez pas évoqué le problème des parachutes dorés, et c'est pour cette raison que les fluctuations importantes sur les marchés monétaires aujourd'hui engendrent des bénéfices complètement démesurés. Oui, parce que... Mais je suis d'accord, mais enfin, parlons un petit peu bilan, parlons un petit peu chiffre d'affaires, résumons un petit peu. On va quand même pas aller au suicide. Des plus-values. Oui, bah, Voilà. moi, Parce qu'en fait, l'idée c'est que le profit, en partie de l'inflation, nous ne vivons pas dans c'est une la des ours, monsieur. Vous n'avez pas pensé à la question de l'emploi. La question de Donc vous avez bien compris, c'est tout à fait clair, je pense, maintenant. On vous a un petit peu donné des pistes. Mais il y a quelques jours, j'ai rêvé qu'un extraterrestre venait me voir, moi, sur Terre, pour que je lui explique comment fonctionnaient les hommes entre eux, et quels étaient leurs rapports. Tout le monde a compris? Vous avez le droit de lever les mains. Donc j'étais un petit peu embêté, mais je me suis dit, comment je vais pouvoir expliquer ça? Et puis, je ne suis pas arrivé vraiment, mais il y a une petite musique qui a résonné dans ma tête. Ça fait un petit peu... Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc on vit quand même dans une société qu'on pourrait un petit peu diviser en trois parties. D'un côté les bons, de l'autre côté les truands, et au milieu les brutes. Alors, les bons, c'est les gens comme vous, comme moi, comme nous. Est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle? Alors s'il y en a qui se dénoncent tout de suite. Non? Donc bien des gens comme vous, et comme moi, et comme nous. Et donc parmi les bons, donc, il y a des gens qui ont des expériences personnelles et qui peuvent livrer quelques témoignages. Alors on a Frédéric et Françoise par exemple qui peuvent éventuellement nous
nous donner des réponses. Dis, Françoise, ça coûte combien la santé? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah mais c'est vrai, j'ai oublié. J'ai pas branché mes appareils. Ah, tu sais combien que ça coûte ces petits trucs? De 3 000 € pour les deux. Et presque pas remboursé, hein. J'ai eu 1 700 € de ma sécu et mutuelle. Et j'ai une bonne mutuelle puisque j'étais fonctionnaire, hein, du trésor public. Et ben, pour les 1 300, j'ai dû aller voir mon banquier, bien sûr, pour avoir après. Et ben, il me l'a donné, mais sur 2 ans seulement. Et ben, il faut. Et avec des intérêts. Combien que ça va me coûter encore tout ça? Et il y a 2 ans, ben, je me suis fait mettre des implants dentaires. Là, c'est pareil, c'est hors de prix. Donc j'ai encore dû faire un prêt aussi, qui n'est pas fini de payer. Donc j'ai encore un crédit. Et puis l'année dernière, ben, c'était mes lunettes. 600 € et 300 remboursés seulement. Ouais, il faut bien les trouver, les 300 qui restent. Et puis il y a encore ma cure thermale tous les ans. J'ai bien 100% des soins remboursés, mais il faut quand même se loger. Et l'hébergement, c'est pas pour rien. Hein. Il faut au moins compter 400 € pour un petit studio. Hein. Bon. Et puis après, on m'a enlevé aussi tout plein de petits bouts. Hein. On m'a enlevé les amygdales, l'appendicite, une trompe, l'utérus, les ovaires. Et la dernière fois, c'était la vésicule biliaire. Et là, on m'a dit que j'avais pris tellement de médicaments qu'on m'a dit que j'étais alcoolique. Et puis quand vous sortez de l'hôpital, bah, la facture, hein, parce qu'il y a les dépassements d'honoraires, et puis il y a le forfait journalier, et la télé, et puis la chambre particulière, et le téléphone. Ah ben, je vous assure que quand vous sortez, vous avez encore plus mal que quand vous êtes rentré. Hein. Heureusement que je me nourris sainement maintenant, et puis que j'ai trouvé des techniques un peu naturelles. Donc j'ai quand même plus de médicaments, plus de kiné. Bon, autrement, je creuserais le trou de la sécu avec mes dents. Hein. Tu sais, Françoise, tu sais, c'est les économistes qui nous mettent dans les problèmes et tout ça. Ah oui, hein? Ils essayent. Bah, attends, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer. Je suis allée à la banque la semaine dernière. Parce que vous savez, je suis maman, j'ai 3 enfants, mais il faut quand même. Je veux aller plus haut que les 250 €. Donc, j'ai essayé de trouver un boulot. On m'a dit oui, mais il faut une voiture. Donc, je suis allée voir mon banquier. Bonjour, monsieur le banquier. Il m'a dit bonjour, madame. Je dis il me faut 1 200 € pour m'acheter une voiture, pour pouvoir aller bosser, pour ramener des sous, la totale. Et quand il m'a parlé, il m'a dit « Bonjour madame, asseyez-vous, je vais vous expliquer ». J'ai eu l'impression de rentrer en classe de CP. J'ai été infantilisée. Il m'a expliqué « Écoutez madame, étant donné la conjoncture actuelle et puis votre situation familiale, vous êtes seule avec 3 enfants, comprenez bien, je ne peux pas vous faire ce prêt. Résultat, je n'ai pas eu ce travail et j'ai été roulée dans la farine. Donc on a bien compris qu'il y a les bons d'un côté, donc les témoignages que vous venez d'entendre, et de l'autre côté, les truands. Alors, est-ce que vous avez une idée peut-être de qui sont les truands? Les assureurs et leurs cousins. Merci. Alors je ne vais pas vraiment vous parler des banques, même si je vais en parler un petit peu quand même. Je vais vous parler des chambres de compensation. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une chambre de compensation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Si, moi. Oui, mais toi tu étais déjà venu la dernière fois. Donc les chambres de compensation, je pense que vous connaissez ce que c'est. Qui parmi vous a entendu parler de Clearstream? Ouais. Petite musique quand même qui résonne dans la tête, hein, l'affaire Clearstream. Alors l'affaire Clearstream nous a expliqué que c'était Dominique de Villepin qui savait que Nicolas Sarkozy avait des comptes dans cette société, une espèce de super banque, mais il savait également que c'était faux. D'accord?
Mais en fait, une chambre de compensation, c'est pas du tout ça. Ça, c'est l'enfumage. Hein, regarde la télé, on dit oh, chambre de compensation. Une chambre de compensation, c'est une structure qui est destinée uniquement aux banques. Parce que les banques, vous imaginez bien qu'elles ont besoin de compenser certains problèmes qu'elles peuvent avoir de temps en temps. Et cet outil est merveilleux. Il permet à une banque d'acheter des actions, de revendre ces actions sans avoir déboursé un seul centime. C'est pas possible ça. Le système est ainsi fait que la banque achète une action, se fait des plus-values en la revendant, mais n'a pas encore déboursé les sous pour l'acheter. Je vous laisse imaginer le fonctionnement et le côté normal du fonctionnement. Mais il y a plus fort encore. C'est que, à partir du moment où l'ordre de vente est passé, cette transaction disparaît définitivement de toute trace. C'est pas une phrase complètement normale. Faites un peu ce que vous voulez avec et prenez du sens. Donc ça veut dire, on achète, on vend sans avoir déboursé, ça disparaît. Oui. Alors, il n'y a que les banques qui peuvent utiliser les chambres de compensation. Quand on regarde les listings de Clearstream, on se rend compte que parmi les clients de Clearstream, il y a toutes les grosses multinationales et toutes les grosses entreprises françaises du CAC 40, qui sont quasiment toutes, qui peuvent faire exactement la même chose. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir sur l'opacité des circuits financiers, l'opacité des flux financiers, l'opacité du courant financier, opacité du courant. Comment elle s'appelle cette banque? Clearstream, le courant limpide. Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de nos gueules quand même? Alors, pour les banques, c'est super facile, hein, quand on a un problème, on le compense, pas de problème. Pour les bons, quand on n'est pas d'accord, on résiste, on manifeste. Et à ce sujet, Thomas nous revient du Québec. Il a une petite anecdote à nous raconter. Merci Jérôme. Alors ce carré rouge, c'est pas un objet d'art contemporain ou une tache sur ma chemise, c'est plutôt une tache sur la démocratie québécoise, parce qu'effectivement, les étudiants québécois le portent depuis des mois, depuis le mois de février, pour dire non à la hausse des frais d'inscription de scolarité pour l'université. Donc c'est passé de 2 200 $ à 3 800 $, c'est une augmentation de 75%, et les étudiants ont décidé d'aller dans la rue. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont descendues dans les rues. Les citoyens les ont rejoints, c'est le mouvement des casseroles. Et il faut savoir aussi que les étudiants québécois sont obligés de s'endetter. Ils s'endettent en moyenne pour 14 000 $, donc ils travaillent pendant leurs études, ils continuent à étudier. Et pour moi, en tant qu'étudiant, ancien étudiant belge, et venant de ce vieux continent, l'enseignement est quelque chose qui est gratuit, en tout cas qui essaye d'être le plus possible. Donc il me paraissait naturel de porter ce carré rouge pour soutenir ces étudiants. Et bien, j'ai failli me faire arrêter par les gardes du corps du Premier ministre parce que je voulais discuter avec lui. Donc n'essayez pas de discuter avec le Premier ministre là-bas. Il leur a accordé 50 minutes aux étudiants depuis 6 mois. Et alors une deuxième chose encore plus forte, c'est que le gouvernement a créé une loi, la loi 78, qui empêche, en tout cas qui restreint de manière très forte la possibilité de manifester, et donc les gens sont obligés maintenant de manifester sur les trottoirs. Et s'ils mettent un pied dans la rue, ils se font arrêter. Donc c'est pas très rigolo parce qu'ils reçoivent des amendes jusqu'à 500 $, simplement parce qu'ils ont mis un pied sur le trottoir. Il y a 2000 personnes qui se sont fait arrêter. Donc moi j'ai décidé de garder ce carré rouge ici en Europe. J'ai ramené d'ailleurs le carré rouge pour mes camarades, parce que je crois qu'on est des camarades. Et pour moi, ce carré rouge, c'est à la fois un soutien aux étudiants québécois, mais je trouve que, et je crois que vous l'avez compris dans cette conférence, c'est qu'on se fait tous avoir à un moment donné par des gens qui sont au-dessus de nous. Et je crois que ce carré peut aussi signifier un moment où on dit stop, on dit non à un système, on dit non au double discours, et on essaye de changer les choses. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes tous des étudiants québécois. Nous sommes tous des étudiants québécois. Petit rappel, les bons.
les truands. Et alors, au milieu, les brutes. Alors, les brutes, qu'est-ce que c'est que les brutes? Les brutes, c'est la brutalité d'un système. C'est tous les corps de métier qui se retrouvent entre les bons et les truands et qui doivent faire avec. Comme les employés de banque, par exemple. Comme les employés de banque. Alors, il y a d'autres corps de métier qui peuvent aussi témoigner d'une telle pratique. On a par exemple François, qui est un gentil architecte, méchant, mais lui, il est vraiment gentil. Et il va quand même réussir à vous expliquer des choses, je crois, très intéressantes et très formatives pour un public aussi pointu. Donc architecte, oui, c'est celui qui dessine la maison, qui place le salon là où il faut qu'il soit placé, on choisit les choses et tout ça, et normalement ça peut être vachement intéressant de dessiner tout ça. Sauf qu'il y a le PTZ. Avant il y avait le passe foncier. Le PTZ, c'est le prêt à taux 0%, 0% d'emprunt. PTZ plus maintenant. On ne rembourse pas les emprunts, les taux d'intérêt, on rembourse que l'emprunt. Donc ça, c'est vachement bien. Par contre, il faut 4 conditions. Il faut être primo-accédant. Primo-accédant, ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais été propriétaire, mais bon, c'est pas toujours évident, c'est pas vraiment vrai. Vous vérifierez sur Internet, il y a d'autres conditions aussi. Il faut aussi vérifier son revenu. Alors son revenu, c'est pas sur l'année, aujourd'hui, c'est sur l'année N-2. Il faut aussi déterminer la zone géographique où vous voulez habiter. Alors, c'est pas la zone géographique, les 32 régions de la France, non, c'est 4 zones. A, B1, B2, C. Vous devez aussi vérifier où est-ce que vous habitez. Il faut ensuite ne pas acheter n'importe quel bâtiment, ne pas acheter n'importe quel logement d'habitation. Il faut que cette maison soit basse consommation. Basse consommation, ça veut dire que la maison doit être étanche à l'air. Il faut aussi qu'elle consomme, parce que c'est les gens qui consomment, mais c'est pas la maison. Il faut qu'elle consomme moins de 50 kWh par mètre carré d'énergie primaire de chaîne chauffée. Il faut aussi qu'on puisse vérifier que cette chaîne soit correspondante au plus dans le COS. Si on prend l'assiette foncière, en fait, on peut multiplier par le coût. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ont compris. François, ça va. Donc vous voyez à quel point le système est simple, à la fois pour les bons et pour les brutes, ceux qui vivent cette brutalité. Peut-être aurait-on besoin d'une petite mise au point. Alors je ne sais pas, Pierre, Manu, peut-être nous expliquer un petit peu en détail comment ça fonctionne, tout ça comment... Est-ce que le public a besoin d'une petite explication, un petit éclaircissement sur certains points? Bon. Alors, après environ une semaine de stage, on a réussi à démonter certaines fausses évidences sur les mécanismes économiques. On a tout compris et on est à l'aise avec ça. Ah, je vous rassure. Manu et moi, on est tout à fait au point sur ces questions-là, et en fait, on aimerait travailler avec vous cette fausse évidence qui est celle-ci, et que je vais énoncer de manière très claire, puisqu'on va l'être tous les deux. Les marchés financiers sont efficients. Alors, efficient. Ça va, efficient? L'efficient, c'est l'efficacité de l'efficacité. Par exemple, un moustique sur votre genou, le marteau, efficace. Mais pour le genou, pas efficient. Voilà. Donc ça, on a bien compris ça, on est content d'être venu. Les marchés financiers seraient efficients. Bien. On va peut-être commencer par la première distinction entre les deux marchés. Oui, je pense qu'un petit schéma vaut mieux que deux d'explications. Bien. Oui, alors donc ça c'est le premier marché. Marché financier des biens et des services, le truc qu'on connaît tous. Et le machin, par exemple, je pense qu'on peut tenter de faire une liste de tous les biens et services qui existent dans le monde. On peut essayer, on va faire vite. Alors allons-y. Alors, ça, c'est tout ce qu'on connaît. Alors que tu fais quoi? Des pommes? Des pommes. Des bouées. Des bouées. Tête de canard. Avec une tête de canard. Des porte-manteaux. Des porte-manteaux, c'est bien ça. Voilà, bon, ça vous avez compris, on va passer un peu de temps là-dessus. Il se passe quoi? Si par exemple un mec fabrique des porte-manteaux et qui pète complètement les câbles sur les prix. Vous êtes des... C'est ça, voilà, on est tous des complètement cons comme des balais, mais quand même ça on a compris. Du coup on fait quoi? On va voir le mec à côté qui vend des pommes de terre un petit peu moins cher.
compliqué. Bon bref, il se passe quoi là-dessus? En gros, c'est que la concurrence, elle régule naturellement en fait les prix du marché sur les biens et les services. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça, même quand j'étais en seconde, j'avais compris ça. Mais alors le truc, que je savais pas, j'avais pas trop compris, c'est qu'en parallèle, il y a le marché des produits de la finance. Donc ça, c'est le marché numéro 2. C'est l'économie qu'on appelle l'économie fictive ou économie financière. Là. Ok. Ouais, donc le les truc, produits. c'est les crédits, c'est les stock options, c'est les subprimes, c'est les trucs qui nous parlent à tous. Les trucs, quand on parle de ça, on transpire en dessous des bras. Bon. Alors il y a des mecs, leur kiff c'est ce marché-là. Oh là là, faites ce que vous voulez, moi j'achète des porte-manteaux, des pommes. Des dollars, hein, des dollars aussi, c'est un acheté sur les produits financiers avec Moi je m'en cogne de votre truc, dollars, moi je vis dans la euros. vraie vie, pas de problème. Voilà, donc ça c'est lié avec ça. Peut-être que tu peux expliquer de manière basique le fonctionnement de l'offre, de la loi de l'offre et de la demande. Comme on disait, plus c'est cher, moins on achète, on a compris. Ici, alors là c'est l'axiome qui. Alors là, moi heureusement que j'étais assis quand j'ai compris ça. Je pense que c'est clair. Plus c'est cher, plus il s'en vend. Plus c'est Ah cher. ouais, moi ça m'a fait le même effet. Hein. Attends, je te propose qu'on reprenne depuis le début. C'est très délire. Alors bon, pourquoi pas, ils font vraiment. C'est un truc qu'on n'imagine pas, mais c'est vraiment un machin de cinglé. Là, j'ai l'air de déconner comme ça, mais c'est une bulle comme ça spéculative, virtuelle, psychopathologique, hein, vraiment. Alors, on pourrait les laisser dans ce délire. Le truc, c'est que le marché des biens et des services, c'est, je vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est 4000 milliards au pognon qui circule. 4000 milliards de dollars en un an. Par jour. Ça me parle bien. Hein, par jour. D'accord. Et le truc des autres malades mentaux, là, c'est aussi 4000 milliards de dollars et la moitié. Et c'est pas sur un an, c'est pas en 365 jours, c'est en 2 jours. Ah, du coup, vous avez vu 50-50. Rapport 1 à 180. Donc, vous voyez le truc, les marchés financiers sont efficients, ça veut dire qu'ils nous donnent une bonne santé de l'économie mondiale sur des trucs qui sont basés à 99,5% sur des trucs qu'on comprend rien. Sur du vent, sur des trucs qui existent. On va peut-être revenir à la base au début. Voilà, alors ça paraît drôle comme ça. Vous avez raison de vous marrer. En fait, il y a plein de trucs où les gens, ils ont déconstruit tout ce que la pensée dominante économique essaie de nous faire bouffer depuis qu'on est né. Et les outils, ils existent. C'est pas très sexe. Je vous avoue que c'est vraiment pas très glam de se renseigner là-dessus, mais ça vaut le coup, franchement. Il faut qu'on se réapproprie ces trucs pour pouvoir descendre les gens qui veulent nous savater. Je préfère faire une balade avec mon amoureuse. Je préfère faire un tour en voilier. Je préfère boire des coups avec mes potes. Merci. Mais il faut qu'on se coltine ces trucs. Ouais. En tout cas, Nadine, je ne sais pas si tu as tout compris là, mais moi ce que je retiens de cette semaine sur l'argent, c'est que l'argent est partout. On ne peut pas s'en passer de l'argent. Oui, c'est toi qui dis ça, mais moi je pourrais très bien imaginer une société, une vie sans argent. On pourrait se passer d'argent. Ben, comment tu veux faire sans argent? Parce que tu as bien besoin d'argent pour acheter une voiture, pour rembourser tes frais de santé. Comment tu veux faire sans argent? Non Thomas, tu es dans une logique. Pourquoi on a besoin d'acheter? Acheter une maison, posséder quelque chose, être propriétaire. Non. Tu sais, je me souviens de mon père qui disait toujours on ne mange pas des briques. Voilà. Et puis, le problème de l'héritage, en fait, il serait réglé. Il n'y aurait plus de problème d'héritage. Enfin, moi, j'ai pas encore de problème d'héritage, mais ne pas être propriétaire, c'est un peu une utopie, ça. Enfin, comment veux-tu ne pas avoir de propriété? Enfin, c'est toi qui dis ça, Thomas, mais enfin, toi, t'es jeune. Tu dois avoir des rêves, des utopies. Enfin, heureusement qu'on a eu nos pères, nos grands-pères pour avoir des rêves. Ça va. L'utopie, je connais très bien. Je m'appelle Thomas parce que Thomas mort, ma mère était le compagnon de Thomas mort. Mais entre l'utopie et la réalité, il faut aussi voir des choses concrètes dans notre société. Donc, tu as des propositions sur la propriété? Bon, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas obligé d'être aussi radical, mais bon, tiens, je pense aux maisons Castor. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les maisons Castor?
Donc des maisons pour les animaux. Mais Thomas, après la guerre, il a bien fallu reconstruire. Après la guerre... Quelle guerre? Parce que tu... 39-45. 39-45, il a bien fallu reconstruire. Alors, finalement, les ouvriers se sont regroupés et puis ont formé des sociétés de constructeurs. Enfin, je ne sais pas exactement comment on appelait ça. Et puis, ils ont tout mutualisé, ils ont mis leur argent ensemble, leurs compétences. Et puis, ils ont commencé à construire. Alors, première maison, un maçon, un électricien, un charpentier. Puis, quand ils avaient fini, allez hop, on passait à la deuxième maison, troisième maison. Tu sais, je ne sais pas si tu as fait attention, quand on était à Calais, quand tu rentres à Calais, il y a des maisons un peu, enfin, tous identiques en pignon blanc. Ça, c'était des maisons Castor. D'accord. Et ça existe encore, François, toi qui es architecte? Oui, ça existe toujours. C'est encore un mouvement coopératif, hein. Oui. Ouais, mais en fait, quand tu me dis ça, moi je vis en colocation à Bruxelles, et donc ça nous permet de partager nos frais et de payer moins cher. Et puis aussi en Belgique, il y a de plus en plus des habitats partagés. Donc c'est des gens qui achètent une propriété ensemble, qui divisent et puis qui ont des espaces communs. Donc ça permet aussi de résoudre ces questions-là. Ouais, ça existe aussi en France, je suppose, l'habitat partagé. Oui, ça existe toujours, mais avec la loi Chaland. François, Il était reparti. Non, mais comme tu vois, il y a toujours des alternatives positives. Et puis, finalement, il faut se poser la question, Thomas, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Quel est le but de sa vie? La motivation? C'est moi, je me souviens, alors c'était les années 80, bon, il y a peut-être des personnes ici qui s'en souviennent, moi j'étais estomaquée quand je voyais Mammouth centre de vie. Centre de vie. Mais comment veux-tu qu'un centre commercial, pour acheter, pour dépenser, etc., soit un centre de vie? Moi je suis de Calais, je disais à mes enfants, le centre de vie, eh ben, c'est la plage. Nadine, c'est quand même facile parce que toi, je suppose que tu as fait mai 68, sous les pavés, la plage, tu vas nous refaire ta révolution, mais excuse-moi, votre génération, c'est quand même elle qui avait toutes les possibilités. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez foncé dans le capitalisme, et nous, aujourd'hui, les jeunes, on fonce dans le mur. Alors, en plus, toi, je suppose que tu passes tous tes dimanches dans le centre commercial, parce qu'avec ta retraite, je suppose que tu as que ça à faire. Eh bien, Thomas, alors là, je t'interdis de dire des choses comme ça. Alors, c'est vrai, on a peut-être vécu dans cette période néolibérale, etc., mais on n'a jamais cautionné le capitalisme. Et puis alors, tu me feras rigoler, il y a des gens maintenant qui convoquent, qui invoquent Guy Môquet, la Résistance, Jean Jaurès. On arrête, on se calme. Moi, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous calmer, la parabole du pêcheur. Alors, je vais vous raconter l'histoire, c'est tout simple. C'est un trader américain qui se balade sur une plage mexicaine, puis il est le long de la mer, et puis il voit un bateau arriver avec un Mexicain, et le Mexicain, il a quelques tons dans son bateau, et le trader lui dit « Ouais, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous rentrez aussitôt? Pourquoi que ça comme ton ?» Alors le pêcheur, il dit « Bon, je prends ça, j'en vends, le reste je les mange et puis ça me suffit. » « Oui, mais qu'est-ce que vous faites le reste de votre journée? » « Oh, le reste de la journée, je joue avec les enfants, je mange, petite sieste crapuleuse avec ma chérie. Après, je remange, et puis après, je vais boire un coup, jouer de la guitare au village avec les copains, et puis c'est bien. Puis le lendemain, je refais la même chose. » Alors le trader américain, il dit « Non, mais regardez, si vous pêchez plus, vous avez plus de sous. Si vous avez plus de sous, vous achetez un second bateau. Si vous avez un second bateau, vous avez encore plus de sous. Avec encore plus de sous, vous créez votre société de poissons. Vous n'avez plus à sous-traiter, vous traitez directement. Ainsi, vous pouvez avoir un appart à New York, un appart à Los Angeles, un à Mexico. Et puis c'est bien. Et le pêcheur, il demande « Ouais, mais combien de temps ça ?» Et le trader lui dit « Oh, 10-20 ans. Après, tout simplement, vous mettez ça à travailler en action à la bourse, et puis vous trouvez une petite maison près de la mer, au Mexique, un petit bateau, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez pêcher, vous jouez avec les enfants, vous mangez,
cher. Il a dit, mais ça, je le fais cher. Thomas, moi j'espère que cet Américain, ce trader, il paye des impôts. Ouh, ça c'est pas encore sûr. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais en France, il y a moyen de ne pas payer beaucoup d'impôts. Tu sais, il y a ce qui s'appelle les niches fiscales. On en a beaucoup parlé. Donc c'est des moyens de ne pas payer beaucoup d'impôts. Tu sais combien il y en a ici en France? Pas une cinquantaine, 60. Plus. Une centaine. Ouais, combien il y en a? Combien? 285 plus. 504. Il existe 504 niches fiscales en France. Et combien elles coûtent au budget de l'État? Fanny, toi tu sais, non? 73 milliards d'euros en 2009. Il y en a 68 dans les 504 niches fiscales, il y en a 68 dans le logement. Donc les plus connus, c'est les celliers, Borloo, tout ça. Mais il y en a d'autres aussi en développement durable, hein, basse consommation. Et donc il faut savoir au niveau donc, de tous les impôts, il y a des réductions pour 134 milliards d'euros, parce qu'on a parlé donc de toutes les niches fiscales, mais il y a aussi le taux d'imposition des sociétés qui avant était de 50%, il est descendu au fil des années à 33%. Évidemment, les entreprises du CAC 40, elles payent en moyenne 8% d'imposition, et puis aussi les impôts sur les revenus sont passés avant un maximum de 65%, et aujourd'hui ils sont descendus à 40%. Bon, Nicolas Sarkozy a décidé en 2009 de passer de 40 à 41% pour le maximum, et puis votre nouveau président François Hollande, avec le changement maintenant, a décidé de passer à 75% au-dessus d'1 million d'euros, mais ça je ne sais pas si ça va se faire tout de suite. Et puis moi le problème, c'est comme je suis en Belgique, je ne pourrai bientôt plus venir en France, en tout cas directement, on ne pourra plus faire Belgique-France directement. Ah bon? Oui, parce qu'on sera obligé de passer par la Hollande. C'est une blague belge. Hein, Donc en fait, si j'ai bien compris, tout ça c'est un problème de recettes. Alors qu'on veut nous faire croire que c'est un problème de dépenses et qu'on veut réduire les dépenses. J'ai bien compris, Thomas. Je peux vous couper? Oui, à ce propos, c'est les recettes, les baisses d'impôts, tout cumulé, les niches fiscales, etc. On arrive à 137 milliards d'euros. Et le déficit public, les dépenses, 143 milliards d'euros. Tiens. Comme quoi, moi je pense qu'il faut revoir complètement l'impôt, tu sais, Thomas. Et puis en revenir à ce qu'il était pendant la Révolution. La Révolution a fait de l'impôt un acte citoyen, un acte de solidarité nationale. Il faut en revenir là. Alors il y a aussi un autre truc, c'est au niveau des banques, c'est les taux d'intérêt. Parce que je suis allé il n'y a pas longtemps dans une banque parce que j'avais besoin d'une voiture, j'avais besoin de 20 000 euros, et sur 10 ans, je devrais rendre 30 000 euros. Donc imagine, je demande 20 000 euros, et à la fin, on me demande 30 000 euros. Cette histoire de taux d'intérêt, c'est assez fou. Oui, mais Thomas, ça a toujours existé. Hein. Je sais pas, en Mésopotamie, on payait déjà des intérêts. C'est ce qu'on appelle l'usure. Je sais pas si tu connais le mot. Mais moi, ce qui me scie encore une fois, c'est que les religions rejettent cette usure. D'ailleurs, on appelle ça péché d'usure. Et bien, l'État, chez nous, légifère sur le taux d'usure. Et vous savez à combien il est, le taux d'usure? Au premier... Pardon? Ah non. C'est plus. Oui. Au 1er janvier 2012, il est à 20,64%. Ça veut dire que des organismes comme Sofaco, Cofidis peuvent vous prêter de l'argent jusqu'à 20,64%. Vous imaginez? Et même avec les cartes Cora, ils sont payés autant. Bien sûr. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quand on pense que maintenant, depuis 1973, l'État peut même plus battre la monnaie, peut même plus émettre de monnaie. Ce pouvoir a été donné aux banques privées. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, l'État? Ce qui est assez fou, donc ça veut dire que l'État, maintenant, s'il veut emprunter, il est obligé de payer des taux d'intérêt. Parce qu'avant, c'était le contraire. Mais il n'y aurait pas une solution toute simple à ce système? J'en sais rien, peut-être... Nationaliser les banques? Voilà, nationaliser les banques, ça paraît être un grand mot, mais il suffirait que l'État, qui a quand même des capacités de décision politique, pourrait décider de
renationaliser les banques et donc avoir cette capacité de décider lui-même de battre de l'argent et donc de fixer des taux d'intérêt faibles et pas énormes, et ça résoudrait beaucoup de problèmes. Parce que dans cette histoire de banque qui s'est passée, la crise, il faut rassurer les marchés, l'État a dû prêter avec des taux d'intérêt hyper faibles aux banques, et alors qu'est-ce qu'elles font après les banques? Elles prêtent de l'argent à l'État, parce que l'État, comme il est hyper endetté, on n'arrête pas de nous emmerder avec cet endettement, il a plus assez d'argent pour rembourser ses dettes, et qui lui prête? Les banques. Donc vous avez vu un peu le cercle vicieux, et qui est gagnant? Toujours les mêmes. Bah oui, c'est pas évident. Alors nationaliser, oui, ça peut être une solution, il y en a certainement bien d'autres. Notre problème, c'est que finalement, on est très peu à être convaincus. Bon, tu diras peut-être qu'à la fin du spectacle, il y aura peut-être 300 personnes de plus qui seront convaincues. Mais je pense que le problème, c'est un problème aussi d'éducation, Thomas. Et il ne faut certainement pas compter sur les médias pour nous éduquer. Bon, ça c'est clair. La plupart des médias, sauf le JDD, nous roulent dans la farine. Oui, dans la famine. Demain, on annonce une météo partagée entre le nord et le sud de l'Europe. Au nord, la dépression venue de l'Atlantique viendra faire chuter la température sur les marchés, où les taux d'intérêt tomberont à 6%. Globalement, sur la Suède, la Norvège et l'Islande, les bénéfices plafonneront à 3 milliards hectopascales, générant une réorientation générale de la politique monétaire, ciel variable sur la Finlande. L'annonce par Goldman Sachs d'un front dépressionnaire se heurtant aux masses chaudes provenant de l'anticyclone méditerranéen créera ici ou là des tempêtes inflationnistes sur la Grèce, l'Espagne, le Portugal, se prolongeant jusqu'à l'Italie où le taux de licenciement atteindra jusqu'à 10%. Des perturbations sont à prévoir en milieu de matinée. Elles entraîneront de fortes précipitations monétaires sur le Cotentin, la Basse-Normandie, la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Ces régions enregistreront un excédent de capital initial indexé sur les taux compensatoires de 3%, avec l'apparition, en milieu d'après-midi, d'un ciel variable, traversé ça et là par de belles éclaircies financières. Au sud, beau soleil général. Les températures resteront clémentes avec des taux d'intérêt qui monteront jusqu'à 3 ou 7%. Une masse de délocalisation variable affectera le Maghreb où l'on s'attend en milieu de matinée à une nette remontée des politiques fiscalistes indexées sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. En Grèce, climat morose, très général, où le taux de chômage atteindra 50% de la population active. Wall Street, quant à elle, clôturera sur une très belle embellie avec une percée financière de 3 à 4%. France Info, il est 3,50 €. Je prends. Alors, c'est vraiment pas facile à comprendre tout ça, on s'en rend compte surtout sur une petite semaine comme ça. Mais en fait, on se dit quand même qu'il y a des outils pour comprendre qui sont des fois difficiles à appréhender. Moi, ma petite réflexion, c'est qu'il faut se sortir les doigts du cul. Enfin, moi déjà, puis les autres verront. Et puis essayer de comprendre. Je laisse. Il n'est de richesse que d'hommes. Je pense. Il est anormal que de grands groupes multinationaux continuent de délocaliser des entreprises en n'hésitant pas une seule seconde à détruire des parcours de vie humaine juste pour le bénéfice. Alors, quand je suis venue au manifeste, je pensais qu'on allait tout m'expliquer. Il y a beaucoup plus de questions maintenant. Je prends. Qu'est-ce qu'il y a de plus moral? Piller une banque ou en créer une? Je laisse. Je prends une phrase de Riche.
L'argent, c'est comme l'amour. Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas comprendre. Je prends. Moi, je suis assez épaté par votre capacité à être réfractaire à comprendre le système monétaire. Je prends. Les fans. Les Belges d'abord. Celui ou ceux qui détiennent le pouvoir de créer la monnaie dans la nation, en fait. Oui. Donc, voilà. Est-ce que tu laisses? Je laisse. Je prends. Après cette semaine au manifeste, je suis content de rentrer en Belgique. Même si on a sûrement des problèmes aussi avec l'argent. Et puis mon père est breton, c'est pas tout à fait français, mais... Et non, j'ai surtout envie de parler avec mon frère, qui travaille dans la finance, et parfois on n'est pas tout à fait d'accord. Et je pense que c'est important de prendre le temps d'en parler. Et puis je prendrai les paroles de ce grand chanteur belge qui disait « Argent trop cher ». Attends, il est français. Oui, bah attends, vous nous avez déjà pris Johnny Hallyday, donc... Argent trop cher, argent trop grand, la vie n'a pas de prix. Je laisse. Je prends. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, il faut de l'argent pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour l'argent. Si tu laisses, je prends. Là, je laisse. Le capitalisme bat de l'aile. Abrégeons ses souffrances. Achevons-le! Et donc c'était un atelier sur l'argent mené de main de maître par Scope le Pavé. Donc on va inviter nos amis Alexia, Manu et Franck à nous rejoindre sur scène. Merci à vous!